Alors, le principal risque environnemental, c'est la pollution. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le changement climatique. Dans 20 ans, l'équation sera peut-être un petit peu différente. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est la pollution dans le monde. Et la pollution, donc, une définition possible, c'est tout ce qu'on transfère à l'environnement et qui endommage les écosystèmes ou qui est mauvais pour la santé humaine. Et c'est la première cause environnementale mondiale de décès. Alors, il y a un pédiatre de Boston que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Landrigan, qui est un militant anti-pollution, gentillesse extraordinaire, charisme exceptionnel. Et Landrigan, il dit la pollution, c'est la cousine du changement climatique. C'est la cousine parce qu'ils ont les mêmes parents, qui sont les fossiles. Et c'est la cousine, mais c'est la cousine négligée. C'est celle dont personne ne s'occupe dans la famille. Il n'y a pas de donateur pour la pollution. Il n'y a pas de plan national ou mondial contre la pollution. Il n'y a pas un GIEC de la pollution. Et donc, c'est la cousine négligée qui fait beaucoup plus de morts que le changement climatique, pour laquelle il n'y a pas de projet, qui est complètement sous-estimé et sous-reconnu, et qui, en plus, contrairement au changement climatique, est traitable par la technologie. Vous savez que le changement climatique ne sera pas seulement traitable par la technologie, alors que la pollution est traitable par la technologie. Et pourtant, on ne s'en occupe pas. Comme la pollution est un produit des activités humaines, ce n'est pas quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui est évolutif et complexe. Et en gros, il y a 3 types de pollution. Vous avez la pollution intérieure, donc la pollution de l'eau intérieure, ça j'ai dit tout à l'heure que ça baissait, et la pollution de l'air intérieur, qui est liée à l'utilisation de moyens archaïques pour se chauffer ou pour se faire à manger. Et donc ça, c'est une pollution ancienne qu'ils appellent souvent la pollution traditionnelle. À côté de ça, vous avez une pollution moderne qui est faite en gros de 2 choses, qui est la pollution de l'air extérieur, particules ou ozone, et la pollution chimique, qui est une catastrophe dont je vais vous parler aussi un petit peu. Et donc ça, c'est la pollution moderne. Et évidemment, ces 2 types de pollution, traditionnelle et moderne, ont des dynamiques qui sont inverses, l'une par rapport à l'autre. Alors, la pollution intérieure, pour regarder la carte mondiale de la mortalité par pollution intérieure, en gros, c'est la carte mondiale de la pauvreté. La pollution intérieure, c'est un marqueur de la pauvreté, c'est un signe de la pauvreté. Et donc, c'est quelque chose qui n'est quasiment pas présent dans nos pays, qui est très présent dans les pays les plus pauvres, qui est moins présent dans les pays qui sont ni riches ni pauvres, et qui, comme le développement économique mondial est une dynamique encore valable, c'est quelque chose qui baisse dans le monde. Donc la pollution intérieure, celle qui a fait la majorité des morts depuis des décennies, qui fait encore à peu près 4 millions de morts par an, c'est une pollution qui est en baisse dans le monde. Alors c'est un fardeau qui reste énorme, j'ai dit 4 millions de morts, avec donc une spécificité pour les pays les moins développés. C'est quelque chose qui est traitable par la technologie, nous on l'a fait, et c'est quelque chose qui est en baisse. Alors la pollution extérieure, c'est un petit peu tout l'inverse. D'abord, ce n'est pas une pollution qui suit le même lien, on va en parler après, avec le développement, mais en gros, c'est une pollution qui n'est pas en baisse dans le monde, mais qui est en augmentation dans le monde, sauf dans certains pays riches. Ensuite, c'est une pollution qui est aussi traitable par la technologie. Et c'est une pollution qui est surtout liée, alors c'est lié à plein de choses, mais c'est beaucoup lié évidemment à l'industrie et au transport. Et donc je vous ai dit qu'il y en avait une qui était en hausse et une qui était en baisse. Et donc si on regarde les dynamiques respectives historiques, on voit que les morts par pollution respectives se sont croisées quelque part en 2005. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de morts liées à la pollution extérieure, de moins en moins de morts liées à la pollution intérieure. Mais le total ne change pas beaucoup. Troisième type de pollution, la pollution chimique. Alors la pollution chimique, c'est un truc qui est encore moins connu. Alors certaines personnes savent que ça existe et que c'est un problème, mais pas à quel point. Et on n'en parle jamais. Je pense qu'il n'y a pas un candidat à la présidentielle qui dit moi je vais faire baisser la pollution et en particulier la pollution chimique, alors que à peu près 100% de la population mondiale est exposée. C'est quelque chose qui augmente de 3% par an, mais ça veut dire que ça double en 25 ans. Et c'est aussi une industrie qui a été massivement délocalisée dans les pays pauvres. Donc, nous sommes concernés par les produits chimiques, mais les pays pauvres sont encore plus imprégnés de chimie que nous. Et donc, c'est lié à un phénomène qui est hyper simple à comprendre, c'est qu'il y a une lâcheté réglementaire totale. C'est-à-dire que la plupart des produits chimiques ne sont pas régulés, dans le sens où ils sont autorisés sans qu'ils aient été testés par rapport à leurs effets sur la santé. Quand vous regardez l'ensemble du paysage des produits chimiques, vous avez 3 types de produits chimiques. Vous avez les médicaments, méticuleusement testés, des essais cliniques de phase 1, 2, 3, des milliers de patients, des milliards de données collectées pour déterminer les profils de sécurité des médicaments et ne les mettre sur le marché que lorsque leur efficacité l'emporte sur leurs inconvénients. Et c'est pour ça que le marché pharmaceutique est un marché qui marche bien.
C'est-à-dire qu'il y a très peu de retrait de médicaments et vous avez confiance dans les médicaments que vous prenez, vous savez qu'ils ont été testés, que quelqu'un s'est occupé de vérifier ça. Le deuxième type de produits chimiques, c'est les pesticides. Les pesticides, par construction, c'est des produits qui sont conçus pour tuer et ça marche très bien. Et donc, c'est aussi mauvais pour la santé humaine. Et les pesticides sont un peu testés, à peu près 20%. Et puis après, vous avez tout le reste. Et tout le reste, c'est pas testé. Donc, tous les produits chimiques que vous trouvez dans les cosmétiques, dans l'alimentation, dans les jouets, dans les vêtements, dans les dispositifs médicaux, dans les produits technologiques que vous achetez, ne sont pas testés par rapport à leurs effets sur la santé humaine. Et donc, au moment où ils sont commercialisés, on ne sait pas ce que ça donne. Et donc, il faut attendre des années, voire des dizaines d'années que les épidémiologistes travaillent pour ensuite se rendre compte que ça augmente le risque d'un certain nombre de maladies et que ce soit très difficile de revenir en arrière, y compris réglementairement. Vous n'achèteriez pas un médicament qui serait aussi peu testé que les produits chimiques qui sont partout dans notre environnement. Vous ne feriez jamais ça. La voiture, c'est pareil. Jamais vous achèteriez une voiture qui n'est pas testée. Alors, il y a deux organes de prédilection pas du tout importants pour les produits chimiques, c'est le cerveau et le sexe. Et alors, il y en a d'autres, hein, c'est aussi le cœur, le système hormonal, la thyroïde. Mais en gros, la pollution chimique, c'est quelque chose qui est responsable des troubles cognitifs chez l'enfant. Donc les troubles de l'attention, les troubles de la concentration, les troubles des émotions, les troubles de la cognition tout simplement. Et puis aussi de problèmes sur la vie sexuelle, donc ça modifie l'anatomie génitale des enfants et ça modifie aussi le fonctionnement, notamment par exemple c'est évidemment à cause de la pollution chimique que la puberté des petites filles avance en âge de façon spectaculaire statistiquement parlant depuis 50 ans. Avec des conséquences à chaque fois très négatives sur leur santé, ça augmente leur risque de certains cancers et ainsi de suite. Alors maintenant, les dommages, plus précisément liés à la pollution. Donc vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le premier risque environnemental mondial. Effectivement, ça se vérifie. Quand vous regardez les grands risques mondiaux, ou plutôt les grandes causes de mortalité mondiale, c'est devant tout le reste. Donc c'est devant le tabac. Le tabac, c'est 6-7 millions de morts par an. La pollution, c'est à peu près 9. L'environnement en tout, c'est plutôt 12. Et donc voilà, c'est devant. C'est 3 fois plus que les 3 causes microbiennes tropicales dont on parle souvent, qui sont le sida, la tuberculose et le paludisme. Voilà, le sida, la tuberculose et le paludisme cumulés, c'est 3 millions de morts par an. On en parle, il y a des donateurs, Bill Gates s'en occupe, etc. Et c'est très bien. La pollution, c'est 3 fois plus, personne ne s'en occupe vraiment. Et puis, c'est beaucoup plus encore que tout le reste, donc l'alcool, les guerres, on n'en parle même pas, la drogue, etc., etc. Donc, 16% des décès, donc c'est des chiffres qui sont encore valables, même si la pandémie va transitoirement bousculer les principes. La plupart de ces morts existent dans les pays les moins riches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 254 millions d'années de vie perdues chaque année à cause de la pollution. Et le problème de la pollution, c'est que ces effets sont non spécifiques. C'est-à-dire que ça vient augmenter le risque de maladies qui sont déjà fréquentes. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas reconnue. Quand vous avez un médicament qui cause une maladie rare de façon épidémique, comme ça a pu arriver dans l'histoire, les cancers du vagin liés à certaines hormones ou bien les malformations liées à la thalidomide, c'est des maladies rares, c'est des maladies choquantes, on s'en aperçoit tout de suite, on se dit tiens, il y a un problème, on a reçu plein de femmes avec des cancers du vagin alors qu'elles avaient 20 ans, alors que normalement c'est un cancer qu'on voit jamais. Donc tout de suite, vous avez une réaction, on identifie le coupable et puis on dit voilà, ce médicament, on le sort du marché, c'est terminé, il sera plus commercialisé. La pollution, ça augmente le risque de cancer, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, ça augmente le risque de maladies respiratoires. Ça n'affole personne, ça ne se voit pas. Donc l'impact sanitaire est relativement invisible quand on regarde le paysage et c'est tout le drame. Si on regarde les effets directs que peut avoir la pollution sur le cœur et les vaisseaux, on voit que ça suit en général une fonction logarithmique avec un effet, donc vous voyez en rouge c'est les accidents vasculaires cérébraux à l'âge de 50 ans, en bleu c'est les infarctus du myocarde à l'âge de 50 ans, donc ça concrétise un maximum de pertes au début de l'exposition et après les pertes se ralentissent mais elles continuent quand même d'augmenter quand l'exposition continue d'augmenter.
Ça, c'est pour les effets directs. Mais je vous ai dit aussi tout à l'heure, quand je vous ai montré les différents risques environnementaux, comportementaux et métaboliques, que la pollution, et c'est ça le diable, a des effets indirects sur la santé humaine. Et donc, quand on regarde, c'est le même tableau que tout à l'heure, on voit que les risques environnementaux et la pollution en particulier ont aussi des effets sur les autres risques. C'est des effets indirects. Et donc, par exemple, le risque environnemental agit sur les comportements. Quel est le facteur environnemental qui, de façon très intuitive, agit sur le comportement humain? C'est la température. Vous savez qu'il y a plus de mortalité dans tous les pays où on peut le mesurer quand il fait très chaud par rapport à quand il fait très froid. Quand il fait très chaud, on sort plus, on boit plus, on conduit moins bien, on est plus nerveux. Il y a plus de gens dehors, donc il y a plus de gens qui peuvent se confronter et se battre, donc il y a plus de violence, on se noie plus. Donc voilà, c'est une façon de vous montrer à quel point le risque environnemental influence les autres risques, et notamment par exemple le risque comportemental, mais aussi le risque métabolique. Et donc, la pollution chimique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les perturbateurs endocriniens en particulier, agissent sur le métabolisme, et donc c'est pour ça que leur effet n'est pas visible, parce que les maladies métaboliques sont souvent attribuées à un problème de comportement. Et donc quelle est la maladie, qui est d'ailleurs la deuxième maladie la plus problématique, enfin le deuxième risque le plus problématique dans le monde avec la pollution, qui est d'origine environnementale, c'est l'obésité. Si vous interrogez 100 personnes sur l'obésité, la plupart des gens vous diront que c'est un problème de comportement. Les gens mangent trop et ils mangent trop mal et ils ne bougent pas assez. Et donc on dit, bon voilà, l'obésité, on a identifié la cause, c'est que les gens ne font pas bien les choses, donc il faut inciter les gens à bien faire les choses. Or, ça n'est pas vrai, puisque la pollution chimique augmente le risque d'obésité, puisque ça perturbe le métabolisme, donc ça augmente la faim, ça augmente le stockage. Et donc, du coup, l'obésité est une maladie qui est aussi largement d'origine environnementale, mais personne ne le sait, donc du coup, on ne s'intéresse pas au problème. On préfère mettre la pression sur les individus en leur disant « attention, il faut faire attention à ce que vous mangez », tout en autorisant la pollution chimique à disséminer autour d'eux et à faire en sorte qu'ils sont plus susceptibles de grossir. Et donc, c'est ça qui ne va pas. C'est une très mauvaise affaire, hein, la pollution. Et donc, effectivement, ça coûte très très cher. Alors c'est une très mauvaise affaire pour tout le monde, sauf pour les pollueurs. Pour les pollueurs, c'est une bonne affaire, ça leur coûte moins cher. Mais pour les pollués, c'est-à-dire tout le monde, c'est une très mauvaise affaire. Et donc les pertes économiques liées à la pollution, il n'y a pas que les pertes épidémiologiques, il y a aussi des pertes économiques, ils sont très importantes. Elles ont été un petit peu quantifiées. Alors c'est toujours des estimations qui sont associées à une marge d'erreur, mais vous savez, le truc, c'est que il vaut mieux une estimation fausse à pas d'estimation du tout, parce que quand vous n'avez pas d'estimation, ça permet aux gens de dire qu'il n'y a pas de problème. Donc les estimations économiques pour la pollution, vous avez les coûts directs médicaux, on estime que c'est 3 à 3,5% à peu près des dépenses de santé dans les pays riches qui sont causées par la pollution. Donc en France, ça représenterait 7 milliards d'euros par an de dépenses à cause de la pollution, sur un budget de 200 et quelques milliards. Vous avez les coûts indirects non médicaux, mais qui sont liés à la santé quand même. Et puis vous avez évidemment la perte de productivité au travail ou la perte de force de travail, qui sont aussi là encore très importants. Et à chaque fois, de la même façon que l'impact épidémiologique était invisible, cet impact économique, il est invisible. C'est pas dans les comptes nationaux. Dans les comptes nationaux, vous avez les exportations, les importations, vous avez les budgets, vous avez ça, mais vous n'avez pas les pertes liées à la pollution. Et pourtant, ces pertes sont réelles. Mais elles sont pas visibles, elles sont pas palpables. Et donc, du coup, on s'y intéresse pas assez. Pour la pollution chimique, c'est aussi complètement catastrophique. Ça, c'est un papier qui avait été publié dans une revue du Lancet sur le cas américain et qui était comparé ensuite au cas européen. Et on voit que les pertes en Europe, c'est plus de 150 milliards par an de pertes liées à la pollution chimique. Aux États-Unis, c'est encore plus et surtout, c'est plus en proportion de leur PIB. Alors, les différences entre les États-Unis et l'Europe sont liées à des différences d'exposition. La régulation chimique aux États-Unis est particulièrement lâche. Elle est un peu moins lâche en Europe et elle progresse un petit peu, mais on est encore très loin du compte. Mais du coup, les États-Unis, les Américains plutôt, perdent plus d'intelligence que les Européens. Et comme l'intelligence est corrélée à la performance économique, ils perdent plus d'argent. Et évidemment, ces estimations sont des sous-estimations pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que pour les chimiques qui sont pris en compte dans l'analyse, on ne prend que les relations suffisamment certaines avec les maladies qu'ils causent, mais il y a plein d'autres maladies qui peuvent être causées, qui sont incertaines, mais qui sont probablement causées quand même, qui ne sont pas prises en compte. Et ensuite, il n'y a qu'un sous-groupe de produits chimiques qui est incorporé dans cette analyse, donc on est sûr que les pertes sont en fait très supérieures, c'est un manque à gagner ou c'est des pertes directes.